Bienvenue sur le podcast Histoire de reconversion professionnelle. Je suis Emma Pala, consultante en gestion de carrière et j'accompagne les particuliers et les entrepreneurs dans la quête de leur épanouissement professionnel. Je propose différents accompagnements, notamment autour du bilan de compétences, de l'ikigai et de tests psychométriques auxquels je suis formée. Dans cette deuxième saison du podcast, on va aborder des thématiques autour de la reconversion professionnelle au sens large. Je t'inviterai à te poser des questions pour t'aider à faire le point sur ta situation. Des invités experts dans leur domaine viendront compléter certains épisodes afin de te donner toujours plus de valeur et de t'aider encore plus en profondeur. Je te laisse avec l'épisode du jour. Bonjour Stéphanie, je suis ravie de t'avoir sur le podcast Histoire de reconversion professionnelle. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Emma. Je te laisse te présenter pour nos auditeurs et auditrices, savoir qui tu es, ce que tu fais. Donc moi, je suis Stéphanie Quedville et je suis psychologue du travail, coach et thérapeute en Gestalt thérapie, qui est une thérapie humaniste qui combine le corps et l'esprit. Ma particularité, c'est que j'ai fait une reconversion moi-même, donc il y a maintenant 4 ans et demi. Et voilà, donc j'aime bien le sujet de la reconversion pour l'avoir vécu moi-même aussi de l'intérieur. Trop bien. Et plein d'expertises qui sont aussi importantes à prendre en compte dans un sujet de reconversion ou de santé mentale au travail aussi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui ensemble, puisque du coup, j'ai contacté Stéphanie pour avoir un appui sur le côté psychologie, accompagnement de la santé mentale, et notamment quand on parle de burn-out, de stress et potentiellement de reconversion. Et la question qu'on s'est posée, ce qu'on aimerait aborder ensemble aujourd'hui, c'est comment on fait pour distinguer, est-ce que j'ai vraiment envie de me reconvertir? Est-ce que c'est vraiment une réponse pour moi à ma problématique du moment? Ou est-ce que je choisis la reconversion parce que je suis dans la douleur et que j'ai la sensation que c'est un peu une fuite, un échappatoire qui me permettra d'aller mieux, mais peut-être que finalement, c'est pas la bonne réponse. Et donc, on avait envie d'aborder un peu ce sujet-là, toutes les deux, sous le prisme notamment du burn-out. Peut-être déjà expliquer dans un premier temps qu'est-ce que c'est le burn-out, Stéphanie? C'est vrai que c'est un mot qu'on entend vraiment à toutes les sauces depuis quelques années. Alors tant mieux parce que il a été démocratisé, les personnes peuvent en parler. Il y a un peu moins de honte aussi à en parler, mais il n'empêche que il est souvent mal utilisé. Et donc un burn-out, il y a 3 facteurs. Il faut qu'il y ait les 3 pour que ce soit un burn-out. Il y a un épuisement qui est physique d'abord, donc oui, ça on l'a bien tous en tête. L'épuisement physique, ça va être la personne qui va plus pouvoir se lever de son lit. On a tous ces images là de personnes un matin, ils peuvent plus se lever et boum. Alors c'est pas toujours aussi spectaculaire, mais voilà, il y a vraiment cet épuisement physique. Il y a un épuisement aussi psychique. L'épuisement psychique, il est un peu moins connu, mais c'est vraiment ce sentiment de plus être à la hauteur, de plus réussir à faire les choses, à ramer, vraiment à perdre un peu de nos capacités cognitives, on appelle ça en psychologie, vraiment la mémoire, la concentration, etc. Et puis le troisième point, c'est un épuisement relationnel. Il y a une sorte de perte d'empathie pour nos potentiels clients, collègues. On va se retrouver à plus pouvoir supporter personne et à s'isoler. Voilà. Et c'est vraiment la somme des 3 qui fait qu'on fait un burn-out parce qu'on peut vivre un épuisement physique important, on peut être dans une perte de sens, etc. Mais pour autant, ce sera pas forcément un burn-out. Voilà. Donc c'est la somme des 3. Il faut comprendre aussi un peu le mécanisme. Le burn-out, il apparaît toujours pour des personnes qui sont hyper enthousiastes et qui adorent leur boulot. Parce que vraiment, quand on n'aime pas notre travail, on va pas jusqu'au burn-out, clairement. Donc c'est des personnes qui sont Souvent, quand on est engagées. très engagé, ouais, voilà. Voilà, engagées, très enthousiastes. Vraiment, c'est des personnes qui adorent bosser, qui adorent ce qu'ils font et tout ça. Donc il y a cette phase-là d'enthousiasme. Puis en fait, il y a un moment donné où on a comme une désillusion parce qu'en fait, on bosse et on n'a pas les résultats qui sont à la hauteur de ce qu'on attend. Et bon, voilà, il y a différentes façons de réagir à ça, mais quand on est dans un mode burn-out, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler encore plus pour essayer d'avoir plus de résultats. Sauf qu'en fait, au lieu d'avoir plus de résultats, on s'épuise. Donc le découragement est encore plus grand. Et là, on a une espèce de boucle comme ça, là. On bosse plus, on s'épuise, jusqu'au moment où vraiment, là, on est dans le burn-out. Et où, parfois, on se lève un matin et c'est plus possible. Ouais, et puis moi, je l'ai vécu aussi, donc je m'identifie beaucoup à tout ce que tu viens d'expliquer, de concepts théoriques, mais qui sont vraiment vécus comme ça. Et même si tu as dit un truc dans l'épuisement physique où c'est pas forcément aussi spectaculaire que ne plus pouvoir se lever un matin, moi, ce que j'avais remarqué, c'est que vraiment, ça venait en moi jour après jour, tu vois. Ça s'était un peu inscrit
jour après jour, c'était un peu plus difficile, et moi, je travaillais à ce moment-là, pour donner un peu de contexte, je travaillais en télétravail. Donc je travaillais dans mon salon et j'avais un 2 Waouh! pièces à ce moment-là, Mmh. et du coup, j'avais pas, tu vois, de difficulté à prendre les transports ou à sortir de chez Mmh. moi pour aller travailler puisque je travaillais de chez moi. Mais finalement, c'est peut-être encore pire, du coup, pour le burn-out parce que, du coup, je n'ai plus pu voir mon appartement en peinture à partir Bien du sûr. moment où j'ai compris et que je suis sortie du déni dans lequel j'étais. Bah, j'ai déménagé, en fait, parce que Ah très oui, bah, bien rapidement, sûr. parce que Ah je oui. pouvais plus être dans mon appartement. Mais ouais, moi, ça s'est traduit vraiment comme ça où, en fait, le matin, ben, je regardais l'espace dans lequel je devais travailler, qui était dans mon salon, qui était aussi ma cuisine, et où rien que de le regarder, je pleurais. J'avais pas envie d'allumer Mmh. l'ordi. Bah, quand j'étais dans ma cuisine le soir en train de préparer à manger, je voyais mon espace de travail aussi. Donc en fait, Mmh. ça s'est vraiment inscrit. Et puis pour l'isolement, c'est encore plus flagrant du coup aussi, étant Bien donné que sûr. j'étais 100% chez moi. Donc ouais, il y a vraiment eu les trois, je prends conscience maintenant que tu décris aussi tous ces Mmh. trois facteurs-là, qu'il y a vraiment eu ce côté d'abord qui se voit le plus, l'épuisement physique, où vraiment Oui. j'étais fatiguée, je dormais énormément et je me reposais pas pour autant, je Mmh. me réveillais fatiguée, je me couchais super tôt, je passais tout mon temps libre à dormir et à être fatiguée, et pour autant je récupérais pas d'énergie. Donc cet épuisement physique, il est certain. L'épuisement psychique dont tu as parlé, moi je l'ai ressenti assez rapidement où en fait je me suis sentie très vite nulle. Je Oui. me suis sentie très vite plus capable de faire ce que je faisais au quotidien Mmh. dans mon travail, Pas à la et hauteur. ouais, pas à la hauteur, et même cette idée de, je j'arrivais même plus à écrire un mail, alors Mmh. que mon quotidien, c'était d'envoyer des mails. La plupart des communications que je faisais étaient par mail, et là, je me souviens que j'étais face à mon écran, j'avais rédigé un mail et je m'étais dit: «Mais en fait, c'est nul, je peux pas dire ça», Mmh. que j'avais demandé validation à ma formatrice. J'étais en formation à ce moment-là, en lui disant: «Est-ce que je peux envoyer, ce mail? Tu penses que c'est bien?» Et que je demandais à ma collègue, directe à chaque fois de valider mes envois et cetera. Mmh. Et en fait, j'avais complètement perdu confiance en moi et je j'arrivais même plus à faire les tâches Mmh. quotidiennes, en fait, dans mon travail. Et puis l'épuisement relationnel, bah, moi, je travaillais avec des consultants qui étaient mes clients, qui me sollicitaient tous les jours, donc j'étais en contact client tous les jours. Et en effet, dès que quelqu'un m'appelait, je ne voulais pas répondre. Et c'est pas que je voulais pas les aider, les accompagner, ce qui est ma motivation première à la base, c'est que je ne me sentais pas capable, encore une fois, de pouvoir leur parler et répondre à leurs demandes. Et du coup, j'étais en incapacité de relationner avec mes clients. Ouais, et je peux imaginer, toi, ton facteur de risque, en plus, c'est qu'en effet, en étant chez toi en télétravail, tu avais pas ce lien social, tu vois, qu'on peut avoir entre Ouais. collègues où, bon, bah, ça va pas, tiens, on va prendre un petit café, raconte-moi qu'est-ce qu'il y a? Et là, du coup, tu étais isolée, tu avais pas envie de voir du monde et en même temps, bah, du coup, comme tu allais pas au-devant, il y avait personne qui pouvait venir à toi parce que tu étais chez toi. Ouais, Donc complètement, c'est vraiment, je beaucoup plus pense que dur, ouais. ah oui, Après, moi, je sais que je suis quelqu'un qui parle beaucoup, donc j'avais tiré la sonnette d'alarme assez rapidement à ma formatrice parce qu'en fait, ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que j'ai subi du harcèlement moral de mon manager. OK, Donc c'était très compliqué pour moi de me retourner vers, mon manager puisque bien sûr. c'était la le problème. Donc j'avais, une collègue directe qui est toujours mon amie alors que je fais plus partie de cette, structure, donc Mmh. avec qui j'avais quand même des gros liens, et on travaillait souvent ensemble parce qu'on habitait dans la même ville, donc on faisait souvent du télétravail chez l'une ou chez l'autre. Donc j'avais quand même ce lien-là. Mais quand ça a commencé à s'installer vraiment, de manière beaucoup plus intense, j'avais plus envie d'aller télétravailler chez elle, j'avais plus envie qu'elle vienne chez moi, Bien j'avais sûr. plus envie de travailler non plus. Donc en fait, j'essayais de mettre de la distance avec le travail, Mmh. ce qui n'est évidemment pas facile quand ton travail est dans ton salon et que Mmh. tu le vois tous les jours. Donc moi, ça Oui. s'est fini par un arrêt de travail de mon médecin, où en fait, Mmh. j'ai eu un peu deux trucs en même temps, mais je pense que c'est vachement lié aussi. Je suis tombée malade à ce moment-là, j'ai eu le Covid. C'était Mmh. en 2020, donc pile Ouais. pendant la période forte du Covid. Et en fait, à ce moment-là, je me fais tester positive du Covid, je me fais arrêter par mon médecin et mon psychologue diagnostique le burn-out. Donc tout OK. arrive un peu en même temps, mais je pense que c'est pas anodin. Parce que je pense que quand on a cet épuisement-là, qui est aussi en grande partie physique, bah, on est plus sujet du coup aussi au virus Mmh. et à tomber malade. Et souvent, moi, je me dis, alors c'est plus spirituel que scientifique, mais je me dis que rien n'arrive par hasard et que quand toi, tu n'arrives pas à écouter ton corps et les signaux que ton corps Mmh. t'envoie, eh ben, ton corps te met à l'arrêt à un moment donné. Mmh. Il trouve une Oui, solution. le corps parle, hein, c'est ce qu'on dit, hein, et il y a aussi tout bêtement que notre quand on est, soumis à un burn-out, c'est un stress intense et chronique, et ben, notre système immunitaire, il est affaibli. Donc ça, c'est très Ouais. scientifique, et donc système immunitaire affaibli, ça veut dire on va choper Mmh. tout. Donc il y Ouais. a une raison, peut-être un peu plus spirituelle, et il y a une raison purement, physiologique, que, stress égale cortisol, cortisol Oui, c'est égale vrai. épuisement du système nerveux, et donc on tombe malade et puis on attrape un rhume, 2 rhumes, et c'est un des symptômes, hein, d'ailleurs du burn-out.
chez certaines personnes, c'est de se sentir, de choper tout, d'être tout le temps malade, Ouais. de pas comprendre pourquoi, avant je chopais jamais rien, puis là je suis tout le temps malade. Ben, Ouais, ça ça pour peut être moi, un signe aussi. ça éclaire une petite lumière chez moi, quand j'entends Ouais, ça. c'est vrai. Mais du coup, une fois qu'on se dit ça, qu'il y a ces symptômes-là, qu'il y a ce burn-out-là, moi j'ai remarqué qu'il y avait un peu 2 chemins possibles entre, quand on parle de reconversion justement, il y a un peu ce truc de, je vais me reconvertir parce que il faut que je sorte de ma situation, douloureuse et c'est une solution. Donc un peu quand c'est une sorte de fuite de la reconversion et il y a ce côté, bon, bah, ça me permet de me rendre compte que je suis pas à ma bonne place et du coup, je vais aller chercher ce qui me fait le plus de bien et donc la reconversion est plutôt devient une évidence à ce moment-là. De ces 2 chemins-là, qu'est-ce que toi tu pourrais, conseiller pour essayer de reconnaître si on va vers de la fuite ou si on va vers du cœur et de l'évidence? Déjà, il faut vraiment regarder si on a ces 3 épuisements ou pas, parce que si on a ces 3 épuisements, ça veut dire qu'on fait un burn-out et dans ce cas-là, il est urgent d'attendre avant de se reconvertir, parce que sinon le risque c'est de reproduire, donc on verra ça. Et c'est aussi de regarder quels sont nos symptômes, parce que là on a parlé du symptôme physiologique, physique, mais il y a plein d'autres symptômes, hein. Il y a vraiment, il y a les symptômes cognitifs, donc j'en ai parlé un peu, les problématiques de concentration, de prise de recul. On a plus de mal à gérer l'imprévu. Il y a un truc comme ça, on est tout rigide, tout. Le Mmh. moindre truc qui nous arrive, c'est un problème. Voilà, ça c'est plutôt psychique. Il y a l'émotionnel, bien sûr, avec de la tristesse ou on appelle ça une labilité émotionnelle, c'est-à-dire qu'une variabilité de nos émotions. On va passer de on s'énerve à je suis triste à machin. Et des fois, les gens ne nous Ouais. connaissent pas, nous disent bah je comprends pas. D'habitude, il était pas comme ça. D'un seul coup, il devient très colérique. Ou voilà. Donc Ouais, ça, tout changement ce qui est d'humeur. émotionnel, hein, donc ça peut aller jusqu'à la dépression en fonction du stade où en est notre burn-out. Mais en tout cas, ça va être vraiment voilà, des montagnes russes émotionnelles. On a aussi, dans les troubles physiques, il y a tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, mal au ventre, mal à l'estomac, mal à la tête, mal au mâchoire. Il y a des personnes, par exemple, qui vont commencer à faire du bruxisme. Ouais. Vraiment, et en fait, elles vont pas comprendre ce qui se passe. Et ça aussi, c'est une expression du stress qui va Mmh. revenir dans la nuit, une difficulté à s'endormir ou à se réveiller, tout ce qui est problématique de sommeil, c'est vraiment à prendre en compte. Ce que tu disais tout à l'heure aussi, la capacité à se reposer. Dormir beaucoup, mais jamais être reposé. Mmh. Et aussi, du coup, cette difficulté à couper. Alors, on peut être en week-end, on revient le lundi, c'est toujours pareil, même on prend des vacances, on n'arrive pas à couper. En fait, il y a un stade avant le burn-out où là, on peut être fatigué, tout ça, mais dès qu'on prend un peu de repos, ça va mieux. Ouais. Sauf qu'il y a un moment donné, on peut prendre du repos, ça sert à rien. C'est C'est quand trop ça tard. devient chronique, comme tu disais tout à Ouais, l'heure, parce que exactement. si justement le repos du coup, potentiel, ne repose pas, là, c'est qu'on arrive à un stade où on s'approche dangereusement du burn-out. Exactement. Et donc, j'ai un petit modèle qui s'appelle les 5 R, qui est un petit moyen mémotechnique. Et le premier, c'est la reproduction. C'est-à-dire que la plupart du temps, on va se mettre dans des situations où on va être en épuisement professionnel. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas compris, tant qu'on n'a pas fait un certain travail sur soi, eh Mmh. ben, on peut changer on peut changer de patron, on peut changer d'équipe, on peut changer de boulot, on peut changer d'entreprise, et à un moment donné, on va se remettre là-dedans, en fait. Ouais. Voilà. Et on va reproduire, on va pas comprendre. Et à un moment donné, comme si c'est des environnements différents, on va finir par se dire, bon, bah, peut-être que le point commun de tout ça, c'est moi. Causes externes, toujours, bien sûr, parce qu'il y a des environnements qui peuvent être plus ou moins complexes, il y a des situations qui sont toxiques, il y a des chefs qui peuvent être toxiques, tout ça, bien sûr. C'est pas remettre en question ça, mais par contre, dans une même situation, on va avoir deux employés, il y en a un qui va Mmh. faire un burn-out et pas l'autre. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Eh ben, c'est parce qu'il y a tout ce qui est cause interne aussi. Voilà. Donc, dans un Ouais, premier temps, il y a la reproduction, jusqu'au moment où soit il y a une prise de conscience, soit le corps il est à bout et il nous met un stop. c'est ça. Bon, Et la parfois, plus il y a le stop et la prise de conscience vient plus tard. Moi, c'est ce qui m'est arrivé exactement. justement, quand tu m'as Oui, expliqué ce système de reproduction, je me suis aussi reconnue parce que, pour le coup, donc, je suis partie de cette expérience donc, en arrêt, puis en rupture de période d'essai parce que j'étais au tout début de mon contrat et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis repartie sur une nouvelle expérience professionnelle. bien sûr. Parce que je me suis dit la fameuse phrase, «Quand on tombe de cheval, il faut remonter en selle, très vite». Ouais. Un peu Ce avec maltraitant comme phrase, hein. Ouais, Mmh. ce avec quoi Mmh. je suis pas du tout d'accord aujourd'hui, on s'entend, mais c'était voilà, un Mmh. autre moment et j'avais tellement perdu confiance en moi que j'ai cru que c'était une bonne stratégie
bien Et du sûr. coup, bah, moi, en moins d'un mois, je suis passée de je suis arrêtée pour Covid plus burn-out à je commence un nouveau travail. Donc j'ai pas pris le temps ni de guérir, ni de comprendre, ni de me poser, ni, de réfléchir à ce que je pouvais faire par la suite. Moi, je me Mmh. suis dit: «Il faut que je travaille», alors que j'avais le droit au chômage. J'étais en rupture période d'essai d'employeur, donc j'avais pas de problématique, tu vois, financière. On parle beaucoup aussi, dans la reconversion de sécuriser, sa Mmh. transition et de pas se mettre dans un danger financier. Bien sûr. Mais moi, j'étais pas dans un danger financier et par contre, j'y suis retournée, avec plein de croyances aussi que, voilà, il faut pas s'arrêter, machin, enfin bon. Bah, Et c'est comme ça que j'ai rechuté, finalement. bien sûr. Et tu vois, ça, c'est très aussi, c'est assez souvent le cas dans toute ma patientèle. La plupart des gens, en effet, la prise de conscience arrive après le corps. Toujours. Enfin, oui, toujours. Mmh. Toujours, parce que justement, c'est des personnalités volontaires, qu'en veulent, qui sont dans le il faut. Il y a quelque chose du soi fort, hein, chez les personnes qui font Ouais. des burn-out, très souvent. Et avec des tas de croyances, un rapport au travail, qui peut être un petit peu, questionnable, et du coup, voilà, qui sont jamais arrêtés. La plupart, ils sont jamais arrêtés. S'arrêter, c'est impossible. Enfin voilà, Impossible. il y a vraiment quelque Mmh mh. chose de: «Ah, je peux pas, mais parce que c'est pas dans mes valeurs, je peux pas m'arrêter». Mmh. Et Et bon, à un moment souvent parce donné, que quand on s'arrête, c'est le moment où on se rend compte qu'on n'est pas du tout à la bonne place. bien sûr, ça fait très souvent, la personne veut pas s'arrêter. Ça dure comme ça des mois, des mois, des mois, jusqu'au moment où vraiment, ils arrivent à un point de non-retour. Souvent, ils se font peur, d'une façon ou d'une autre. Donc là, Mmh. ils vont s'arrêter. Ils s'arrêtent une semaine. Ils me disent ça: «Je me suis arrêtée une semaine». «Ah bon, d'accord. Bah, peut-être que ça va pas être suffisant une semaine». «Ah, vous pensez que 2 semaines, ça serait?» «Oui, ou plus». Et là, je commence à leur dire: «Vous savez, ça peut durer longtemps, l'arrêt Mmh. de travail». Et là, c'est: «Ah non, c'est pas possible», tout ça. Et puis, passé le premier choc d'être en arrêt, finalement, ben, au bout d'une semaine ou 2, en général, le corps se détend et les personnes, voilà, acceptent et Ouais. disent: «OK, j'ai besoin de temps et je vais prendre le temps qu'il faut». Mais il y a toujours une résistance. Mais oui. Bah, parce que c'est aussi dur d'accepter, qu'on est en souffrance, d'accepter que, qu'on se que c'est aussi un truc, moi, où je me suis dit: «En fait, j'ai accepté de souffrir finalement», puisque j'ai pas arrêté. Donc Mmh. alors que j'étais, voilà, dans un déni, que j'étais encore dans, une croyance où, j'allais pouvoir, faire évoluer ma situation et que si je continuais à m'acharner, ça allait changer. Bien Mais sûr. du coup, il y a aussi une forme de: je dois accepter que je me suis trompée et que Mmh. c'est aussi ma responsabilité, l'état dans lequel je suis actuellement, Oui, parce que tout j'ai à pas fait. arrêté. Bah, c'est une co-responsabilité, mais ça, c'est important. Alors, sans aller dans la culpabilisation, parce que sinon, on peut vite tourner de l'autre côté et se dire: Mmh. «C'est de ma faute, ma très grande faute», et puis, mais par On contre, en n'avance effet, pas non c'est plus. important. Bah, non. Par contre, c'est important de reprendre sa part de responsabilité, en effet, parce que si c'est que la faute de l'autre, bah, en fait, on n'avance pas parce que, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de faire un travail sur soi, on n'a pas besoin, on est juste une petite victime et Mmh. voilà. Trouver sa responsabilité, mais la co-responsabilité, vraiment revenir toujours à ça. Il y a moi et il y a l'autre, et c'est ça Ouais, qui tout fait à fait. qu'il se passe quelque chose à un moment donné, c'est la somme des 2. Beh, oui. Donc du coup, voilà, il y a la reproduction, hein, on en a parlé. Une fois que le corps, a dit stop et qu'on est en arrêt, les personnes, la seule chose à faire, c'est le repos, et ça, c'est assez compliqué à comprendre pour certains, surtout Mmh. que, encore une fois, c'est des personnes qui sont volontaires, qui aiment faire, qui sont vraiment dans, et à un moment donné, on leur dit: «Stop, là, il faut arrêter de faire, il faut juste te reposer et faire ce que tu aimes». Et sauf Mmh. que, dans un premier temps, les gens, ils savent plus ce qu'ils aiment ni ce qu'ils ont envie. Parce qu'en fait, il y avait que le travail. Il y avait un moment donné où il y avait que le travail et ils savent plus c'est quoi qui leur fait du bien. Ça, c'est une période qui est assez troublante pour les personnes en général. Parce que déjà, il faut qu'elles apprennent à se reposer. Et puis, il faut qu'elles arrivent à retrouver qu'est-ce qui me fait du bien, c'est quoi mes sources de plaisir. Ouais. Et souvent, ils sont perdus parce que peut-être qu'ils ont jamais fait le travail, ou en tout cas, ça fait Oui, longtemps peut-être qu'ils ne qu'ils se sont ont pas jamais posé la mis question. de mots dessus pour de vrai, parce que c'est Mmh. pas vraiment sur le marché du travail que, on va nous demander ce qu'on aime vraiment faire, quoi. On va nous Non. demander de répondre à la fiche de poste à laquelle on a postulé et pour laquelle on est engagé, mais on va pas nous demander: «Mais toi, t'aimes quoi, en fait, Mais oui. pour de vrai Et dans puis, ta vie?» au-delà de l'entreprise, hein, souvent, on n'a pas été élevé là-dedans non plus, hein, dans la valeur plaisir. C'est pas forcément quelque chose qui est très développé, hein, dans les éducations. Alors peut-être que Mmh. ça change un peu là avec les nouvelles générations,
j'ai l'impression, mais bon, moi de ma génération et des suivantes, je vois encore beaucoup, la vie c'est un effort, faut Ouais, travailler c'est une dur, souffrance. voilà, faut se donner du mal. Mmh. Enfin bon, il y a un côté, chemin de croix qui est et le plaisir, c'est quand on a fait tout le travail, quoi, Ouais, c'est ça. hein, Et et tu on a le temps. tu prendras du plaisir à la retraite, mais bon, Oui, c'est ça. je pense que maintenant on a compris que la retraite, fallait pas attendre la retraite, quoi. La vie, c'est maintenant, hein, c'est-à-dire Bah oui, que c'est tous les jours, hein, c'est ici et maintenant la vie. Donc voilà, le repos, c'est vraiment, la deuxième étape avant de parler de quoi que ce soit. Le repos, le repos, le repos. de toute façon, à ce moment-là, on peut pas, il y a pas l'énergie, Non, pour faire quoi que ce soit et si on essaye d'actionner des choses à ce moment-là, ça prend pas parce qu'il y a pas de le terrain est pas propice pour ah pouvoir oui, avancer. ou alors on va faire des mauvais choix. Vraiment, c'est ce moment-là où il est urgent d'attendre, hein. Quand on est dans cette phase-là, il faut rien entreprendre, rester en arrêt, se reposer, voilà, voir ses proches, les personnes qui nous font du bien, faire ce qui nous fait du bien et c'est tout et c'est beaucoup. Et Ouais, après, il y a la partie reconnaissance. Quand on commence à aller un peu mieux, qu'on a retrouvé un petit peu nos esprits, qu'on est un peu moins épuisé émotionnellement, psychologiquement et puis physiquement, c'est tout le travail d'introspection. Alors, qui est plutôt aidant si on le fait avec un psychologue, parce que tout seul, c'est quand même c'est complexe plus d'arriver dur, ouais. à. Mmh. On peut, hein, c'est possible, mais on gagne du temps en fait en se faisant aider. C'est toujours pareil. Ouais, complètement. Ouais. Puis même, ça nous apporte aussi un regard extérieur, Mmh. et ça nous permet de prendre du recul. Parce Mmh, que nous, on peut pas avoir ce recul sur nous-mêmes et surtout bien sûr. quand on sort d'une période aussi intense et aussi, demandeuse en énergie, de se relancer tout seul, c'est un combat et on sort déjà d'un combat, c'est pas Mmh, pour se relancer dans un combat, dur, quoi. bien sûr. Et puis, donc cette phase-là de reconnaissance, ça va être une phase de compréhension, d'aller comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et là, d'aller voir un peu c'est quoi nos facteurs internes qui font qu'on en est arrivé là. Qu'est-ce que c'est notre rapport au travail? Comment ça nous a été transmis par papa-maman? C'est quoi notre rapport aux autres? Est-ce qu'on a l'impression qu'il faut qu'on fasse des choses pour être aimé? Donc ça parle de l'enjeu d'attachement, ça parle de notre enjeu d'estime de soi aussi. Est-ce qu'on se sent avoir de la valeur? Est-ce qu'on se sent avoir des compétences? Ou est-ce qu'il faut toujours qu'on en fasse plus pour prouver je sais pas quoi? Enfin voilà, ça Mmh. parle de sujets hyper profonds en fait. Et c'est tout ça qui va faire, en les reconnaissant et ensuite en les réparant, que voilà, on va pouvoir aller ensuite vers quelque chose de nouveau si on en a envie. Mais En tout d'abord, cas, donc de c'est plus reconnaître, aligné, quoi. oui, plus aligné, c'est ça, de plus juste pour nous Mmh. et sans subir finalement le poids du passé. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe en général, hein. C'est 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 pas c'est rarement un hasard quand on fait un burn-out, c'est que c'est une somme de choses. Voilà, on peut aussi avoir une nature un peu plus perfectionniste que d'autres ou un peu plus empathique que d'autres et donc on a envie que les gens soient contents. Enfin, il y a des choses qui peuvent expliquer, mais voilà, très souvent, il y a aussi beaucoup de notre histoire développementale, c'est-à-dire de notre enfance. Et ça, tout seul, en effet, c'est difficile. C'est difficile de faire le tri. Mmh. Donc, une fois qu'on a reconnu, on va aller réparer les parts de nous qui ont besoin de l'être. On va travailler sur notre estime de soi, on va sécuriser un peu notre enjeu d'attachement, apprendre à dire non, à dire oui, peut-être remettre le C'est ses travail à la limites. juste place, voilà, poser ses limites, tout à fait. Comprendre aussi ce qui nous fait du bien, pourquoi ça nous fait du bien, ce que nos besoins, voilà, enfin, vraiment connaissance de soi, hein, vraiment, de revenir à Mmh. soi plutôt que d'être toujours centré sur l'autre. Et pour ensuite, donc le dernier R, c'est la reconversion, peut-être. Parce que Potentiel, parce que c'est pas forcément une potentiel. réponse obligatoire au Non, burn-out. tout à fait. Parfois, le fait d'avoir fait le point, de s'être reposé, d'avoir pris la distance, d'avoir compris les choses sur notre fonctionnement, on peut se rendre compte que finalement, on aime beaucoup notre travail, mais on n'aimait plus la façon dont on le faisait. Mmh. Parce que, par exemple, une des grandes raisons des burn-out, on pense souvent que c'est parce qu'on a trop de travail. Mmh. Et en fait, c'est assez peu ça. C'est plutôt qu'on n'a pas la capacité de faire un bon travail, un travail dont on est fier. La plupart du temps, c'est ça. Et donc, par exemple, hein, j'ai pas mal de patients qui sont soit profs, instit, soit Mmh. infirmières. Et en fait, elles adorent leur boulot, mais elles supportent plus la façon dont elles le font dans l'établissement où ils sont. Bah oui. Et pour un professeur, par exemple, ça peut être, de devenir professeur pour des élèves à particularité ou de changer du public en privé ou de et donc de garder,
ce métier qu'ils aiment, mais voilà, en le faisant Changer autrement. l'environnement de travail. Exactement. Ou changer, même dans un même environnement, peut-être c'est de poser ses limites, et parfois c'est possible en fait, l'environnement est OK pour changer un peu les choses, pour que notre environnement nous Ouais, convienne mieux. changer les Ça, conditions de travail, là où on voilà, est. voilà. Parfois c'est possible, c'est pas toujours possible, faut pas non plus se voiler la face, mais en même temps, si on n'a jamais dit ce dont on avait besoin, Beh, oui. bon, l'autre ne devine pas, et la plupart du temps, ça les arrange très bien de pas savoir. Mmh. Que si on commence Donc à le dire, bon, après c'est de leur responsabilité de faire ce qu'il faut ou pas. tout à fait. Donc voilà, dans un cas, il y a plein de cas où la reconversion n'est pas nécessaire, et puis parfois, en effet, ça peut être l'opportunité de la reconversion. Ouais, tout à fait. Quand il y a cette notion de, je me rends compte, enfin moi en tout cas c'est ce qui m'est arrivé. C'est parti d'un point de douleur en effet avec, ce côté burn-out, mais quand j'ai fait cette fameuse rechute et que je suis, finalement, partie encore une fois en arrêt, puis que j'ai quitté du coup ce deuxième emploi qui était mon dernier emploi salarié, là je me suis dit: «OK, je me pose vraiment». Donc je suis passée, sans le savoir, par cette phase du coup de, repos pendant laquelle je me suis dit: «Je fais rien, je n'engage rien, je ne réfléchis pas à ce que je pourrais faire parce que de toute façon, je peux pas prendre de décision». Mmh. En plus, ça tombait super bien pour moi parce que je suis partie de mon dernier poste en juin 2022, donc ça tombait sur l'été. Mes parents venaient de mettre une piscine dans la maison familiale, donc je me suis dit: «Super, je vais me faire une retraite, spirituelle, lecture au bord de la piscine et je vais me poser». Bon, le fait est que je me suis pas posée très longtemps parce que, j'aime bien quand même être dans l'action, mais je me suis quand même posée avant, de décider quoi que ce soit et courant de l'été, j'ai fait vraiment les choses de manière hyper douce et je me suis fait accompagner notamment par des professionnels de l'accompagnement professionnel. Alors moi, je suis suivie au niveau psychologique depuis, 20 ans, donc il y a pas de sujet là-dessus. J'ai été accompagnée, déjà sur ce point de vue-là et j'ai d'ailleurs changé de psy à ce moment-là, parce que Mmh. le psy que j'avais me suffisait plus. Ça aussi, c'est important aussi, je trouve, Oui. d'en parler, qu'il y a plein de façons d'accompagner au niveau psychologique et que, si ça fonctionne plus ou ça fonctionne pas avec une personne, faut pas hésiter à en changer et à tester d'autres méthodes. C'est hyper important de Oui, c'est choisir aussi très bien. avec qui on travaille. En fait, on peut avoir des phases de vie, en fait, justement en fonction de ce qu'on veut travailler. Il va y avoir Ouais, une personne qui va être hyper adaptée, et puis quand ce sujet-là, il est plus ou moins réglé, on va avoir peut-être besoin de changer pour ouais. une nouvelle, étape de vie, quoi. Mmh. Voilà, à ce Tout à fait. moment-là, c'est là que j'ai découvert, la thérapie, cognitive et comportementale et c'est là que je me suis fait accompagner sur ce sujet-là. Donc ça aussi, ça m'a aidée parce que, du coup, j'ai un trouble anxieux généralisé et donc Mmh. moi, ça me stressait énormément et je pense que c'est pour ça que j'ai fait le choix de repartir sur une nouvelle expérience professionnelle au lieu de guérir de mon premier burn-out. Mmh. Parce que j'avais peur et que j'étais drivée du coup par la peur et donc là, j'ai pris le temps pour reconstruire un peu tout ça. Alors je suis toujours en thérapie, je fais toujours de la TCC, actuellement, donc Mmh c'est mh. vraiment un travail aussi de longue haleine, hein. Faut pas, croire Oui. que ça se répare en 2 jours. On est en 2026, ça fait 4 ans que je suis en thérapie et Mmh. le chemin continue. Je pense que de toute façon, on devrait tous être en thérapie, tout au long de sa vie parce que ça apporte que du positif et même quand on va bien, c'est là qu'on peut aller creuser en profondeur sur des Ah sujets oui, qu'on n'arrive pas à travailler quand on va mal, justement. surtout, voilà, oui. Voilà, Quand on va mal, on accueille, on répare, mais quand on va bien, on c'est peut aller ça. plus loin, tu as raison. Bon, petite parenthèse psychologie, mais je trouve que c'est important. Et puis moi, j'en parle énormément aussi, et pour moi et pour les personnes que j'accompagne. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur qu'on puisse en parler aussi ensemble et Mmh. de travailler avec toi sur ce sujet de podcast. Mais du coup, à ce moment-là, moi, je me fais accompagner aussi au niveau professionnel parce qu'à ce moment-là, je suis dans cette quête de qu'est-ce que je peux faire qui me convient mieux. Bien sûr. Et il s'avère que je réfléchis à, du coaching, à de l'accompagnement et à ce moment-là, je me dis: «Mais en fait, moi, je prends en fait, je pars d'un constat que je fais où je me dis: "Mais j'ai pas envie de souffrir 40 ans dans ma vie professionnelle". Là, je suis au début de ma carrière. C'est, ma 3e, expérience professionnelle et je souffre comme ça et sur les 2 dernières, j'ai souffert. Donc en fait, j'ai pas envie de ça». Et du coup, si moi j'ai pas envie de ça, peut-être que d'autres personnes sont dans la même situation que moi et Mmh. n'ont pas envie de ça non plus. Et du coup, comment je peux faire pour les aider? Et c'est comme ça en fait qu'a mûri un peu le projet où déjà il y a eu une première prise de conscience de le salariat. Bon, je sais pas trop si c'est fait pour moi, j'ai envie de tenter une autre aventure et du coup de tenter l'entrepreneuriat et de reconnecter avec ce qui est hyper important pour moi et ce qui fait partie de Mmh. mon identité en tant que personne au-delà du monde professionnel, c'est d'aider, d'accompagner, de conseiller, Voilà. de guider Et oui, tu t'es reconnectée à tes valeurs profondes, à ta complètement. boussole intérieure, on pourrait dire. Tout à fait.
C'est Mmh. exactement ça. Et d'ailleurs, si je reviens et je refais un grand pas en arrière, le pourquoi j'avais choisi d'étudier les ressources humaines à la base des bases, c'était déjà au collège que je me posais déjà la question, tu vois? Mmh. Et ben, le pourquoi, c'était parce que j'avais envie d'aider les salariés à monter en compétences et de faire de la mobilité interne. Et tu vois, de faire matcher le côté besoin de l'entreprise Mmh. pour le business et la stratégie et envie d'évolution des salariés. Donc moi, j'étais déjà dans cette envie d'aider les gens à évoluer dans leur carrière, à trouver quelque chose qui les épanouit, qui leur plaît vraiment et qui serve aussi un projet dans l'entreprise. Et du Mmh. coup, là, je me suis dit: «OK, j'ai pas réussi à le faire à l'intérieur des entreprises». J'ai eu plein de désillusions sur, voilà, le fonctionnement des entreprises et que, ben, on n'avait pas trop de marge de manœuvre pour ça. Donc je me suis dit: «OK, si je peux pas le faire comme ça, alors je vais le faire directement avec les actifs, avec les personnes qui travaillent et Mmh. qui ont envie d'évoluer et je vais les aider à trouver, comment aller, vers un meilleur épanouissement». C'est comme ça qu'est né C'est un peu, le projet finalement. c'est formidable parce que tu vois, et c'est souvent le cas d'ailleurs dans les personnes que j'accompagne, après coup, ils parlent du burn-out en disant: «Grâce à mon burn-out, il s'est passé Ouais, ci, ça» et j'ai l'impression que c'est aussi ton cas, tu vois? Grâce au burn-out, tu as pu reconnecter, ouais. à ton essence profonde finalement. Moi, je le vois vraiment comme alors c'était pas une période, avec une grande partie de plaisir, hein, Bien j'ai sûr. énormément souffert de ça, mais c'est aussi une période qui a été hyper, challengeante pour moi parce que depuis ce moment-là, je me suis affirmée, j'ai, posé des limites, j'ai su comment j'avais besoin d'être accompagnée aussi dans ma façon de travailler parce que je me suis beaucoup suradaptée à des environnements qui me correspondaient pas du tout. Moi, je travaille pas du tout bien quand je suis sous pression, par exemple et mon premier travail en sortie d'études, c'était, du recrutement dans une société de conseil, donc un environnement qui est extrêmement concurrentiel, Ah avec oui, beaucoup d'objectifs. Et en fait, je me suis perdue là-dedans en voulant en plus que le soit fort, mais j'ai aussi le soit parfaite comme driver. bien Donc sûr. évidemment, il fallait que je montre que je valais la peine, qu'ils avaient bien fait de me recruter. Et en fait, j'ai répondu aux objectifs hyper rapidement finalement. Mais moi, j'étais hyper stressée, j'étais Mais hyper à quel prix? angoissée. Tu vois? C'est Et oui, ça. exactement et je me suis complètement perdue là-dedans, j'étais pas du tout dans du bien-être et dans de Mmh. l'épanouissement. Du coup, ton burn-out, il t'a permis de te dire: «Je suis arrivé au bout de mon système finalement, faut que je fasse autrement. Ouais, Me suradapter, ça va pas, finalement, ça me rend malade. Comment est-ce que je peux, c'est quoi l'environnement qui serait bon pour moi?» et cetera. Tu vois, ça t'a fait te poser les bonnes exactement questions. et oui, les Mmh. questions comme on le disait tout à l'heure, qu'on ne se pose pas et qu'on ne nous pose pas. Donc je trouve que Mmh. c'est assez normal du coup d'arriver à des extrêmes comme ça, mais que Mmh. ça ne devrait pas être la norme pour autant et que du coup, Mmh. de pouvoir contribuer à faire changer ça, que les gens se Oui. rendent compte qu'ils ont le droit d'aller chercher du plaisir, de l'épanouissement et que la souffrance au travail et ça c'est vraiment mon cheval de bataille pour le coup, n'est pas normale. Moi, j'avais une amie, on était en master, elle me disait: «Mais Emma, c'est normal en début de carrière de galérer, de faire beaucoup, de donner de son temps, donner de son énergie, de pas être bien payé, c'est normal». Et moi, je me disais: «Mais non, c'est pas Mmh. normal et ça Ouais. devrait pas l'être, en fait». Ça l'est de moins en moins quand même, parce que je crois que dans les entreprises, ils ont quand même du mal aujourd'hui à faire accepter les choses que pouvait accepter, ma Les génération autres ou générations, ouais. les autres générations de justement de trimer comme ça pour pas grand chose, de Mmh. je crois que les petits jeunes là, ils veulent plus de ça, hein Non et et non, ils ont parce bien que la raison. notion de sens et de plaisir commence à arriver au centre des préoccupations. Mais parce Ouais. qu'aussi enfin là, on pourra en parler des heures, moi ça me passionne, mais moi je vois la différence déjà entre mes grands-parents, mes parents. Mes Mmh. grands-parents, ils travaillaient pour survivre. En plus, mes grands-parents ont quitté l'Espagne sous la dictature de Franco pour arriver en France et essayer d'avoir un avenir meilleur. Donc eux, ils étaient vraiment dans un instinct de survie, dans un pays qui n'est pas le leur, où il fallait tout construire et ils s'en sont très bien sortis, mais ils n'ont jamais pris de plaisir, jamais. Mmh. Ils partaient pas en vacances, à la retraite, Mmh. ils se sont entérinés dans leur village, en Espagne et ils n'ont jamais pris de plaisir. Donc finalement, Mmh. oui, ils ont réussi sur le plan financier parce qu'ils ont Mmh. réussi à vivre et à survivre dans leur vie, mais aujourd'hui, ils n'ont jamais profité de leur argent. Mmh. L'étape d'après, mes parents, où eux, c'est vachement plus le côté carriériste. Je rentre dans une entreprise, une grande entreprise, grande renommée et je gravis les échelons et je fais carrière et j'ai cette Derrière. ambition. Et oui, et je reste 40 ans dans la même entreprise que j'ai Mmh. convoitée depuis que j'avais 20 ans. Ça, c'est un peu, le cas de mon papa, qui est tout à fait louable. On a tout à fait le droit d'avoir ces ambitions-là, mais on n'est pas obligé de les avoir. Mmh. C'est ça que je voulais mettre en lumière surtout. Et aujourd'hui, on est beaucoup moins dans la carrière. Alors la carrière si, mais elle se fait autrement. On est beaucoup moins dans, en tout cas, rester 20 ans, 40 ans dans la même entreprise parce Oui. que, bah, les métiers se réinventent, parce que le plaisir prend aussi, sa place et parce qu'on a envie d'être stimulé et du coup de changer Oui, régulièrement c'est aussi. ça, il y a quelque chose, c'est plus un moyen qu'une fin, quoi.
C'est Ouais, quelque chose, complètement. voilà, qui va nous permettre d'accéder à, mais c'est pas une fin en soi que d'avoir, un métier, par exemple un métier stable, machin. C'est comment est-ce que Exactement. j'apprends, comment est-ce que je m'épanouis dans ce métier? D'où, tout l'intérêt en effet des bilans de compétences et des personnes comme toi qui font réfléchir justement à ce que c'est que, mes valeurs, mes besoins et cetera. Donc des choses dont on nous parle pas d'habitude, hein. Ouais, et sortir aussi de ce côté conventionnel. Moi, je sais que quand j'ai signé mon premier CDI à la sortie de mon master, j'étais fière et j'ai appelé mes parents qui étaient super fiers aussi parce que j'avais le saint graal, tu vois? Alors que Mmh. maintenant, je me dis: «Waouh, le CDI, pas du tout, mais alors pas du tout, du tout», et alors c'est encore une fois, il y a pas d'opposition, salariat, entrepreneuriat, CDI, CDD. Il faut juste trouver ce qui est bon pour soi et souvent ce qui est la norme et la convention n'est pas forcément le plus adapté à soi, et c'est Mmh. évidemment sur ça qu'on travaille, notamment sur la part bilan de compétences. Et d'ailleurs, on parlait du fait que le burn-out peut ne pas amener à une reconversion, mais moi j'accompagne des personnes en bilan de compétences qui ont fait des burn-out, j'en ai aussi accompagné beaucoup. Des fois, l'issue, c'est pas: «Je change tout». Des fois, Mmh. l'issue, c'est justement j'adapte ma vie professionnelle actuelle ou je reprends en douceur sur des mi-temps thérapeutiques ou des choses Bien comme ça sûr. parce que j'aime ce que je fais et que je veux pas en changer. Donc même un bilan de compétences, c'est pas uniquement en cas de reconversion, c'est en cas de Mmh. questionnement professionnel, Oui, et c'est pour ça que c'est très complémentaire aussi au psychologue. Parce mmh, que le d'ailleurs, psychologue, il va questionner globalement, quoi. oui, je veux partager, une expérience personnelle parce que j'ai fait un bilan de compétences. Moi, j'ai fait 2 bilans de compétences. Mais j'en ai fait un, où, le résultat, ça a été de me confirmer, que j'étais à la bonne place et ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais. Voilà, c'était un moment de pause où j'ai pu faire le point et où, bah, finalement, en regardant, justement mes besoins, mes envies, mais aussi mes contraintes et mes objectifs, ben, finalement, là où j'étais, c'était très bien et en effet, c'était très aidant. En fait, au départ, j'étais Ouais. presque déçue, tu vois, de me dire: «Bah mince, on m'a pas trouvé un truc, je sais pas quoi» et au final, bah non, c'était une bonne chose. Ça m'a permis, pendant un certain temps de me dire: «Bah, je suis à la bonne place» Ça t'a et réconcilié puis, aussi peut-être avec, du coup, ta situation actuelle, au oui, niveau pro? complètement, complètement et finalement, je me suis reconvertie, mais après, plusieurs années après et comme on disait tout à l'heure, il y a le levier de la souffrance avec le burn-out qui fait qu'on va se reconvertir, mais il y a aussi le levier du plaisir. C'est comment, en fait, moi, j'étais manager pendant presque 20 ans dans une grosse boîte et donc j'aimais beaucoup dans le management la partie développement des personnes, accompagnement et cetera. J'aimais beaucoup moins la partie, pilotage de l'activité, indicateurs, et cetera et puis finalement, bah, cette partie que j'aimais beaucoup, bah, je me suis questionnée comment est-ce que je pourrais en faire plus encore? Développement des personnes, donc j'avais pensé, peut-être, à travailler dans la formation et puis, voilà, la psychologie, c'est arrivé assez facilement à moi en se disant: «Bah oui, je pourrais les aider de cette façon-là» et finalement, c'est une Mmh. façon d'aider les personnes à se développer en ayant des gens qui viennent à moi ou qui ont besoin de moi et cetera et c'est comme ça et donc c'était par le plaisir que je me suis reconvertie, moi. Donc c'est aussi un autre levier, mais Ouais, faut avouer que peut-être 80 du temps, les gens, ils se reconvertissent plutôt quand c'est souffrant. quand C'est ça quand va même un mal. levier plus voilà, qui est plus, fréquent, mais faut savoir que le plaisir existe aussi, enfin, c'est un levier important et de la même façon, quand tu parlais de la thérapie, c'est pareil. Les Ouais, gens viennent souvent en thérapie parce qu'ils souffrent, oui, tout à mais fait. c'est vrai qu'on y reste quand on va mieux, justement. Ce serait l'idée. Et il y a un truc hyper important dans ce que tu dis, c'est aussi d'accepter que c'est pas parce que notre situation est correcte ou qu'elle coche des cases Mmh. qu'on n'a pas le droit d'avoir envie de la remettre en question. Complètement, Et je pense complètement. que c'est ça qui empêche peut-être les gens et Mmh. qui rend plus facile le côté je souffre alors je change, Oui. alors que on n'a pas besoin d'être en souffrance pour avoir envie de changer. Oui, c'est vrai et dans mon cas, il y a beaucoup de gens qui ont pas forcément compris parce que j'avais un super poste dans une grosse boîte avec plein d'avantages et quand je suis partie, pour me mettre à mon compte, beaucoup de gens ont dû se dire, «Ça va pas bien la tête». Alors qu'aujourd'hui, je regrette pas du tout mon choix et que je suis Ouais. très heureuse dans ma nouvelle situation, mais c'est vrai que c'était pas, évident forcément pour, Mmh. la majorité des gens à comprendre. Mmh. Beh oui, mais après on le fait pas pour les autres, heureusement, on le fait pour nous, Ah bah oui, ah si je mais l'avais fait pour les autres, je c'est l'aurais pas fait. ouais, c'est ça. Mais c'est un bon exemple du coup de montrer que, c'est souvent le regard des autres qui nous Mmh, empêche de faire aussi, ces choix-là, et que toi mmh, tu l'as fait justement drivé par ce plaisir. oui, Mais qu'il y a beaucoup de personnes, et c'est ça aussi que j'aimerais que les gens puissent entendre, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent: «Je vais pas aller vers ce qui me fait plaisir parce que ma condition
est bonne ou est jugée bonne Bien par sûr. le critère de la société. Mais Mmh. tu as beau être dans une bonne condition, si elle te convient pas, c'est pas une bonne condition. C'est ça, c'est ça. C'est une bonne condition, pour ceux qui l'aiment. C'est comme C'est un bon ça, vin, c'est le vin que tu aimes, c'est pas, c'est pas parce que exactement. l'étiquette elle est mais ça c'est faut quand même, avoir suffisamment d'assurance pour, se dire que je fais ce qui est bon pour moi, sans me préoccuper de ce vont penser les autres. Donc c'est là le travail quand même, Mmh. il y a D'où le besoin travail d'avoir psychologique, voilà, hyper pour intéressant pour renforcer un pouvoir peu, s'affirmer. Ouais, exactement. c'est le cercle vertueux. Mmh. Je me fais accompagner pour pouvoir, f prendre des décisions qui sont vraiment pertinentes pour moi dans ma vie. Bah, créer la vie, oui, la vie qui me convient finalement, Tout à hein. Mmh. fait. Du coup, pour résumer un peu tout ce qu'on vient de dire, quels sont un petit peu les grands conseils qu'on pourrait donner aux personnes qui nous écoutent et qui pourraient se reconnaître dans ces situations-là? Qu'est-ce que tu leur dirais? Aller voir son médecin traitant, déjà dès qu'on se sent, fatigué, que ça commence à durer un peu, qu'on n'est pas bien, qu'on chope des trucs, qu'on a mal au dos, qu'il y a plein de petits Mmh. signaux qui font que pas attendre pour aller voir son médecin traitant. Moi aussi, je vais prêcher pour ma paroisse, mais pas hésiter à en parler à un psychologue Hyper ou à un important. thérapeute. Voilà, c'est hyper important. Heu, D'en parler à ses proches aussi parce que parfois on peut avoir un peu honte. C'est Hem, vrai. j'ai beaucoup remarqué ça aussi et ça contribue à l'isolement, de pas oser dire, bah, là en ce moment ça va pas trop. Donc Mmh. d'oser en parler autour de soi, de voir aussi qu'on n'est pas seul, ça peut vraiment faire du bien et puis, bah, pas hésiter à s'arrêter si on sent que, voilà, que c'est trop, que c'est pas grave en fait un arrêt maladie, c'est, un arrêt de travail parce qu'on est malade. Mmh. On vole rien à personne, voilà, c'est quelque chose, auquel on a droit et qui est important. Ouais, Donc ça, tout c'est à vraiment la fait. base pour moi, c'est Je suis bien d'accord. C'est déjà de pouvoir prendre du recul sur soi et sur ce qu'on est en train de vivre mmh. avant d'actionner quelque chose d'autre. De prendre Oui ce recul qui est nécessaire. et se faire accompagner, donc ne pas rester seul avec ça, vraiment, Mmh. aussi en parler, au médecin du travail, on peut en parler enfin, il y a même dans l'entreprise, il y a des instances qui permettent aussi de c'est super important. Pas Ouais, avoir honte c'est de l'état clair. dans lequel on est, c'est pas de notre faute et qu'il y a juste quelque chose à changer. Et puis ensuite, c'est vraiment, bah, de questionner son rapport au travail, de voilà, aussi d'essayer de, retrouver des sources de plaisir à l'extérieur du travail. Qu'on comprendre Mmh. que, bah, oui, c'est un pilier de notre vie, certes, mais il y en a d'autres et comment est-ce qu'on les alimente? Et parfois, les personnes qui ont du mal à se souvenir de quoi ils ont envie, qu'est-ce qui leur fait du bien, c'est de se rappeler quand ils étaient plus jeunes, même quand ils étaient enfants, qu'est-ce qu'ils aimaient bien faire et souvent, du coup, on Ouais. retrouve, hein, des Bah, ça, choses, c'est quelque chose qu'on aborde aussi, en tout cas moi je le mmh, fais dans les bilans de compétences, hein, de revenir à ce qui nous faisait, vibrer quand on était enfant parce que c'est pas anodin. Si ça nous plaisait, peut-être qu'on a perdu une certaine flamme exactement. qu'on peut retrouver autrement. Parce que je veux pas voilà, tout ce qu'on faisait enfant n'a pas vocation à être un métier, mais on peut retrouver du plaisir parce Non, qu'il y a des éléments qu'on peut remettre au centre aujourd'hui. complètement. Et puis, bah, moi, j'aime beaucoup le mouvement, mais vraiment, j'encourage toutes les personnes, que j'accompagne et en particulier les personnes qui font des burn-out à sortir, à aller marcher, à prendre l'air. Et c'est vrai que c'est Ouais. compliqué quand on est, dans un épuisement physique, on a du mal à marcher. Mais dès qu'on Mmh. commence à retrouver un petit peu d'énergie, c'est vraiment sortir, aller au contact de la nature. C'est vraiment une ressource qui est hyper importante et qui est, à mon sens, sous-estimée. Ouais, c'est clair. Je suis bien d'accord avec toi, ça permet de se ressourcer justement et aussi de recharger son énergie autrement. Parce que pareil, Mmh. si on tourne en rond dans son logement, parce qu'être arrêté, c'est important pour se reposer, mais tourner en rond dans son logement pendant plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, c'est pas conseillé non plus. Donc ouais, le Non! mouvement, c'est Mmh. important, ouais. Et d'ailleurs, c'est une des rares pathologies où la plupart du temps, quand on a un arrêt de travail, on a autorisation de sortie, parce que ça fait partie du le Mmh. médicament, c'est justement de prendre l'air, d'aller voir du monde. Donc les personnes en burn-out sont encouragées à aller au contact. Ouais, trop bien, bah, merci pour tous Mmh. ces éléments. Est-ce que tu veux ajouter d'autres choses par rapport à tout ce qu'on vient de partager déjà? Non, je pense qu'on a été quand même assez exhaustive. Moi, je trouve qu'en effet, le métier de psychologue et ton métier, de travailler sur la reconversion professionnelle, c'est très, il y a des Complémentaires. parallèles et c'est très Mmh. complémentaire, mais à mon sens, les 2 sont nécessaires parce que Ouais. c'est pareil,
se poser sur sur ce qu'on a envie de faire professionnellement quand on a vécu un burn-out. Tout seul, c'est compliqué. Donc c'est important d'avoir quelqu'un en face de nous pour nous poser les bonnes questions, pour nous challenger parfois, et puis comprendre pourquoi on fonctionne d'une certaine façon. Tout seul, c'est pareil, c'est compliqué. Mmh. Si on n'a pas un psychologue en face qui nous renvoie un miroir, on a tendance à rester dans nos automatismes. Moi, c'est d'ailleurs ce que je conseille aussi à toutes les personnes Mmh. qui font appel à moi. Je leur demande si elles sont suivies, accompagnées au niveau psycho et Mmh. si elles le sont pas, je les encourage à le faire, ouais. C'est Mmh. important. Oui, oui, une dernière chose, c'est par rapport justement, je parlais des médecins traitants. Parfois, il peut y avoir besoin de l'aide, d'un psychiatre aussi. Et là Ouais. encore, il faut pas avoir honte de ça. Je sais que c'est souvent, un peu difficile quand je dis ça à mes clients, mais de pas hésiter à aller voir un psychiatre pour prendre, ou des antidépresseurs ou des anxiolytiques. Parfois, on peut en avoir besoin pour une période courte, mais c'est nécessaire, c'est de la Mmh. chimie, hein. Et à un moment donné, même la thérapie, elle est pas, suffisamment efficace tant que le niveau, psychique n'est pas, régulé. Donc c'est aussi important d'entendre ça, que parfois on a Mmh. besoin d'un accompagnement chimique et que c'est pas grave. Ça dit rien de Ouais, nous, en fait. Juste on c'est est clair. malade et quand on est malade, si on On a se une soigne. grippe, ou une bronchite, on nous donne des antibiotiques, on les prend, c'est tout. Et là, c'est pareil. Ouais. Moi, je suis passée par cette étape-là, hein, aussi, Mmh. dans ma rush de burn-out. J'ai été sous antidépresseurs et ça m'a fait un bien fou. Bien sûr. Ça m'a permis de me relever justement et de re-engager dans la vie. Parce que quand on est, atteint à ce point-là par le burn-out, on est complètement désengagé de tous les aspects de sa vie. Ouais, Donc ouais, hyper important, merci de le préciser. Bon, bah, c'était ça merci que j'ai envie de beaucoup. dire. Mmh. Je mettrai de toute façon dans la description du podcast tous les liens pour, pouvoir te retrouver si, des personnes veulent entrer en contact avec toi, se faire accompagner par, ton expertise et ben, ils pourront te retrouver comme ça et puis, n'hésitez pas du coup, hein, à contacter Stéphanie si vous avez, des envies, des besoins sur, l'accompagnement psychologique et puis je mettrai aussi évidemment, tous les liens pour me retrouver et pour pouvoir, se faire accompagner en bilan de compétences si c'est un besoin Mmh. aussi. Du coup, Emma, j'avais juste envie de rajouter quelque chose parce que, évidemment, je suis en cabinet, donc j'accompagne en individuel, mais j'ai aussi, une appétence pour les groupes. Et ça, j'aime beaucoup les groupes et pour le burn-out, c'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est de se Ouais, retrouver dans un groupe où, d'autres personnes ont pu vivre la même chose pour pouvoir en parler et cetera. Donc j'ai des groupes de thérapie, mais j'ai aussi là, je lance une cohorte d'un groupe de mastermind là bientôt qui s'appelle Les Audacieuses en marche et c'est, un programme sur 6 mois. Donc pour des femmes, 6 femmes qui ont un projet potentiellement de reconversion. Et donc sur ces 6 mois, en fait, c'est un projet hybride parce qu'il y a à la fois de la visio avec des sessions de travail tous les 15 jours pour avancer sur des projets. Donc ça, c'est le mode coaching, hein, ma casquette de coach. Et puis de l'accompagnement individuel avec 3 séances pour aller dans la profondeur, pour aller débloquer certaines croyances. Et puis aussi, c'est mise en mouvement du corps. Donc en fait, je les emmène marcher. C'est pour ça que c'est les audacieuses en marche. Donc, génial. en tout début d'accompagnement, on part une journée marcher et à la fin, on refera une journée avec des défis mobilité pendant. Parce que moi, ce que je me dis, enfin, c'est pas que moi d'ailleurs, c'est que, en fait, le corps et l'esprit sont liés, bien sûr, et que quand on met son corps en mouvement, ça met son esprit en mouvement. Ouais, totalement Et, d'accord. et voilà. Et les deux Mmh, s'alimentent. En fait, là encore, c'est un cercle vertueux. tout Donc, à fait. voilà, si ça intéresse quelqu'un, alors il y aura 2 jours en présentiel, seulement tout le reste, c'est en visio. Donc, ça Et démarrera tu es certainement. localisé où Je pour suis à le Rouen, moi. présentiel? OK, Je suis à Rouen et ça démarrera au printemps. trop bien. Bah, Voilà, écoute, merci d'avoir partagé ça. Bah, du coup, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer dans les liens et comme ça, vous pouvez aller voir, directement auprès de Stéphanie pour vous inscrire. Merci beaucoup merci. Stéphanie. Merci Emma. Je te remercie grandement pour ton écoute et n'hésite pas à me retrouver sur les réseaux sociaux si tu as envie de discuter avec moi. On se retrouve prochainement dans un nouvel épisode autour de la reconversion professionnelle. À bientôt!